Bonsoir et bienvenue dans les Veillées Nadia, la deuxième Veillée Nadia sur les 4 au total. Ce soir, je suis avec Cyril, Julien et Manu et on va regarder les épisodes 11 à 20, mais pas que, puisqu'on aura bien sûr des bonus exclusifs, la suite de l'interview de Monsieur Okada. On va voir ça tout à l'heure. Donc, cette série, on l'a diffusée sur No Life en 2013-2014. C'est le remaster HD. Cyril, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette version? J'en parlerai peut-être un peu plus tard ce soir, mais c'est un vrai remaster HD, c'est-à-dire qu'à l'époque les séries étaient réalisées sur pellicule. En l'occurrence c'était du 16 mm, donc un peu plus petit que le cinéma. Et donc c'était très courant évidemment à l'époque. Et ils ont retrouvé les masters originaux, donc les pellicules, ils les ont nettoyés, ils les ont traités, ils les ont scannés image par image et ils en ont fait des nouveaux masters qui sont sortis donc en Blu-ray au Japon. Et c'est cette version-là qu'on diffuse sur No Life, enfin qu'on a diffusé et qu'on rediffuse ce soir. C'est aussi cette version-là qui est ressortie en France il y a peu. Et donc voilà, vous pouvez en profiter si vous avez No Life en HD chez vous. En plus, du coup, c'est en HD. Et donc c'est beaucoup plus joli. C'est du 4 tiers, parce que c'était le cas à l'époque. C'était du 4 tiers à l'époque, donc ils ont gardé le format, ça c'est très bien. Ils n'ont pas coupé l'image pour en faire du 16:9. Et du coup, ça peut donner lieu à quelques petites choses étranges, comme par exemple, je pense qu'on l'a déjà vu hier et qu'on va le revoir ce soir. Parfois, il y a des choses qu'on ne voyait pas avant dans la version SD et qu'on voit maintenant quand c'était flou. Par exemple, des personnages un peu lointains qui parlent et leur bouche n'est pas animée ou des choses comme ça. Là, du coup, dans la version HD, on le voit. Donc ça fait aussi ressortir les défauts. Voilà. Mais le master HD est très très beau. Les Japonais sont très forts là-dedans. Ah ouais, on le verra cette année, je crois, Manu, dans la nouvelle rubrique de. Oui, tout à fait. À lire, à voir. Par on va parler un peu de technique. Par Otaku, qui est un gros féru de technique, il adore ça, le HD, le bitrate, tout ce qui est... Un bon master, un bon format, c'est son truc. Ok, mais alors on va commencer tout de suite les épisodes de cette soirée avec les épisodes 11 et 12. Alors, on avait un épisode au départ un petit peu burlesque, et puis voilà, on a Nemo qui fait preuve d'un certain sang-froid à la fin. Mais juste pour revenir sur le côté, le wagon sur les rails, qui a certains passages assez bien animés avec ce robot un peu bizarre. Les séquences de rails ont toujours fait un peu fantasmer les réalisateurs dans la fiction. Bon, je vais pas parler d'Indiana Jones, mais notamment dans Sherlock Holmes, on a eu pas mal de séquences d'action un peu dans ce genre-là. Sherlock Holmes, donc Miyazaki a pu un petit peu travailler. Je pense qu'il y a des liens. Tout à fait. En tout cas, c'était l'époque. On imagine aussi les scènes de Cagliostro où Lupin saute de scène en scène. C'est typiquement le genre de scène de jubilation, comme d'action jubilatoire, comme dirait certains experts, que les Japonais adoraient à ce moment-là. Et qui, voilà, on sent que Anno aussi a eu un énorme héritage de ce genre de film qu'on a pu voir dans Lupin ou autre, et qui lui vient de Miyazaki, et qu'on peut revoir évidemment dans ce genre de scène. Et donc dans l'épisode d'après, on a cette opposition entre Nadia et Nemo, où on voit Nadia a du caractère, effectivement. Nemo aussi, c'est un peu le vieux garçon qui a fait ses choix depuis longtemps et qui s'y tient. Sauver des gens contre tuer des gens, et finalement c'est Nadia qui prévaut et Nemo qui craque, et ils vont faire cette expédition sous les mers qui est très, très Jules Vernesque. Tout à fait, voilà. Effectivement, dans 20 milieux sous les mers, il y a des moments où Nemo prend ses passagers, entre guillemets, et va leur montrer un peu. Il y a moins d'urgence, mais ça contribue, en fait, ça respecte beaucoup le personnage de Verne, où effectivement le professeur Aronnax et les héros de 20 milieux sous les mers, tout au long du livre, se demandent qui est cet homme, et ils n'arrivent pas à le cerner en fait. Donc c'est quelque chose que Gainax a respecté dans la version animée. Eh bien effectivement, et d'ailleurs si vous n'avez jamais lu 20 milieux sous les mers, c'est une erreur. N'hésitez pas à aller le lire car il est dans le domaine public, vous pouvez le trouver sur internet, et allez-y sans tarder. Allez, on continue avec l'interview de Monsieur Okada. NHK さんは一番最初の時から表現では一切規制しませんというふうに言われました。だからどんなシーンが出てきてもオンエアしますというふうに言われたんですね。っていうのは所詮アニメで作る映像の残酷なシーンとか悲惨なシーンっていうのは絵の世界だから何を見せても大丈夫だろうというふうに考えてたんですよ。でなので僕らの方もナディアを作ってる最中に湾岸戦争があったんですね。で現実の戦争の光景がナディアと5分差ぐらいで NHK のニュースで流れるわけですから僕らもこれはどこまでもやっても大丈夫だというふうに思ったんですよ。ただ
そういうふうに言いながらもですね、その悲惨なシーンとかですね、残酷なシーンをアニメで見せて、その見てる人の心に残って面白い作品に作れるのかっていうと、それはもうどっかに限界があるんですね。だからあんまりその悲惨さっていうのは間接表現にとどめました。例えば誰かが倒れて死んでる時の悲しさっていうのは、そこから流れ出る血の赤さとか血の多さで表現するようにして傷口を見せたりはしないとか、あと死ぬ直前まで人間の顔をクローズアップで見せて死ぬ瞬間の表情を描いたりはしないというような規制は僕らにありました。なんでかというと、その方がよりアニメらしく、より間接的に残酷さを表現できると考えたからです。間接的な残酷さの方が見てる人間の心に届きやすいので、表現を抑えたんですけども、なんか NHK 側からの規制は一切なかったです。Bien, effectivement, nous, on a l'habitude en France d'avoir peur de l'image animée, du dessin, qui peut être plus influençable, peut-être pour les enfants, qu'une image de film réaliste. Voilà, on sait faire la différence dans ce sens-là. Au Japon, c'est l'inverse. On sait qu'une image animée, ce n'est pas la réalité, c'est justement un monde dessiné, et ça n'a rien à voir. Par contre, une image réelle, voilà, un film américain avec des morts par centaines, là, ça va être beaucoup plus inquiétant pour les parents par rapport aux enfants. C'est un vaste débat, parce que c'est le même débat qui existe pour les jeux vidéo. Et c'est aussi le débat qui existe entre est-ce qu'un adulte a le même point de vue qu'un enfant. Voilà. Et ça, c'est pas encore... Un vaste débat, effectivement. Voilà. On va continuer en fait tout de suite sur la série, parce que là on arrive à des épisodes très intéressants, les épisodes 15 et 16, et je ne vous en dis pas plus, on en parle juste après. Voilà, alors épisode 15 et 16 avec la mort de Monsieur Fate, donc une intensité dramatique prononcée. C'est ça, là, on voit que les Japonais, l'intensité dramatique, ça leur fait pas peur, alors que même maintenant, pour un public occidental, pour une production occidentale, on dirait « Oula non, ça c'est pour un jeune public, on fait pas ça quoi ». La dernière scène, effectivement, elle est très très dure. Ceci dit, je mets quand même un bémol, parce que, alors c'est pas sur la dernière scène, c'est plus sur le personnage de Monsieur Fate, qui apparaît juste pour cet épisode et qui meurt à la fin. Et j'ai toujours trouvé ça un peu tiré par les cheveux, et en même temps, est-ce qu'ils auraient pu faire ça avec un autre personnage qui était là depuis le début? C'était encore plus dur. Donc, mais ça me fait penser à... Quand on connaît maintenant les conditions de production... Voilà, et ça me fait penser à certaines séries où effectivement on voit des personnages débarquer qui prennent une grande importance, on se dit « Ouh, lui, il va pas durer ». Et puis voilà, c'est ce qui se passe un peu là. C'est le seul bémol que j'ai à dire sur cet épisode. Voilà, ouais. Mais quel magnifique red shirt. Mais oui, un très très beau. Et puis donc... c'est son enterrement. Son enterrement, donc... Les ruines de l'Atlantide. Voilà, un magnifique épisode, les ruines de l'Atlantide. Et visuellement incroyable. Ça donne du corps en plus l'équipage du Nautilus. Enfin, voilà, c'est pas juste un équipage, c'est des gens qui mènent une vie assez incroyable et du coup voilà qui respectent leurs compagnons comme ça. Et des thèmes musicaux qu'on n'a pas entendus avant, une partie entièrement musicale après Like Catch. Donc vraiment. D'ailleurs l'épisode 16 c'est qui a beaucoup été pris en main par Maeda Mahiro, qui sera le futur fondateur du studio Gonzo. Oui, on connaît ce nom. Donc un autre très connu, qui aura pu faire après, notamment, il a été assez connu pour un de ses cours dans Animatrix, et qui était surtout dans un rôle de concepteur layout, on va dire. Simplement pour mettre en image, en gros, les intentions du board, on va dire, principalement sur la série. Qui là prend plus le Iconté et le board sur cet épisode, et sera aussi très important sur l'épisode plus tard 22, qui est centré sur Electra. Donc aussi... D'accord, donc il écope d'un storyboard assez sommaire, gribouillé, et puis c'est à lui de traduire vraiment ça en mise en page, en construction de l'image. Voilà, c'est un peu une étape intermédiaire entre le storyboard et ce que font les animateurs. Mais pour l'épisode 16 et plus tard 22, c'est lui qui prend vraiment en main la mise en scène et qui fait un travail de réalisateur sous la houlette de Anno en fait.
En tout cas, moi je me mets à la place des Japonais qui découvraient cette série au moment où ça a été diffusé. Je pense qu'après, là déjà au niveau où on en est, même déjà dès le début, mais là, je pense que déjà c'était une série qui allait rester dans les mémoires. Même quoi qu'est-ce qui se passe derrière, avec les épisodes qu'on a vus là, c'était évident. Une petite chose que je voulais rajouter vite fait, parce que c'est quelque chose qu'on a mentionné hier dans la précédente veillée, c'est que les histoires de pierre bleue, tout ça, ça date aussi d'avant Miyazaki, parce qu'on a dit que Miyazaki avait été... Avant la putain. Effectivement, puisque bon, maintenant qu'on est dans le vif du sujet, qu'on a vu l'Atlantide, ce n'est plus un spoiler, on peut donc en parler un petit peu. En fait, tout ça, ça vient d'un médium américain qui s'appelait Edgar Cayce. C'était dans les années 20-30. Il faisait des grandes séances dans un théâtre avec un public qui venait voir ces transes. Et dans ces transes, il disait qu'il y avait des visions de l'Atlantide, qui était cette société ancienne et qui avait une technologie et tout à nous apprendre et dont les âmes continuent à vouloir nous enseigner à travers le temps, et notamment qui possédaient des cristaux bleus magiques qui leur permettaient de léviter, entre autres, qui étaient la source d'une immense énergie. Donc voilà, pour le coup... D'accord. Monsieur Kiss, donc. Voilà. Donc même Atlantide de Disney n'a pas volé cette idée à la Gainax non plus. Tout le monde l'a volé à Monsieur Kiss. Très bien. Bon, allez, on va regarder la suite de l'interview de Monsieur Okada. Il va nous parler maintenant du générique de début de la série. オープニングだけで現像所に行ってみたりはしなかったですね。もうテレビシリーズの制作に入っちゃうと本編っていう中を作るのが忙しすぎるんですね。でオープニングだけ別版だったんですよ。で、オープニングは山賀博之君のコンテでやりました。で理由は何かっていうと、もともとその彼らがと僕が大阪でアマチュアでアニメーションを作ってた時の時代に遡るんですけども、大根4オープニングアニメっていうのがあったんですね。で大根4オープニングアニメっていうのは山賀君がコンテを切って庵野君が作画をするという約束だったんですよ。ところがスケジュールギリギリになって山賀君がやっぱ俺コンテ書けないわ、庵野書いてっていうふうに言ったので、庵野君がですねコンテ書いたという経緯があったんですね。で庵野君はその復習の機会をずーっと待っててですね、で俺がアニメ作るんだけどもこのオープニング山賀にコンテ切ってっていうふうに発注して、山賀君がじゃあもう前回の借りもあるからということでコンテ切ったと。だからその庵野秀明作品なんですけども、オープニングに関しては山賀君の、コンテ演出の世界なんですね。で別版で動いてたし、あとはそのいざとなるオープニングはいざとなれば本編の絵がどんどんできてきたらそこからいいカットを持ってくればなんとかなると思ってたんですけど、本編の方が遅れに遅れてたんで別スケジュールで進んでたのが、ようやっと僕も1話の試写の時にオープニング見たぐらいですね。それが初めてスタッフがみんなで見ることになって、やっとできたんだって。だからあの頃はすごいオープニングだ面白いではなくて、本当にできて間に合ってよかったという感動の方が多かったですね。あとはね、正直オープニングは自分たちがアニメーションで作っていたシリーズのやつに比べるとやっぱりなんだろうな、同じようなものですね。そのテレビアニメを見てる人たちにしてみればあのオープニングはクオリティが高くて音と合っててすごいと思うかもわからないですけど、僕らにしてみればもう5年ぐらい前にやったことなんですよ。それをテレビでやっただけなので、自分らとしてはあんまりすごいものを作ったという意識なくて、とりあえず間に合わないスケジュールの中からオープニング作れましたよぐらいの感じで出たので、結構評判が良くてびっくりしました。そんな権利が僕らにはなく、歌詞や曲をいただくだけですね。でそれに合わせてくれというので、これに関しては NHK のプロデューサーの力だと思います。とことんですね、そのガイナックスは絵の部分にしかタッチさせてもらえないんですね。声優さんで誰を選ぶのかのキャスティングで意見は出せるんですけども、決定権は僕らより一つ上の段階のグループタックっていうアニメ会社の社長が持ってますから、だから結構その手足を縛られている状態でアニメ作ってました。 NHK のプロデューサーがそのブルーウォーターという名前を付けたがってすごくこだわってたんですね。だからその歌の方にブルーウォーターが出てくるのもその NHK の一番偉い人の
趣味です。で、僕らはそれをもらったらもうどういうふうに映像化するのかばかり考えました。Twilight. Bon, ben, voilà, d'accord. Alors, déjà, Gainax en retard à la bourre pour livrer ses épisodes. Je suis choqué et surpris. Étonnant pour une première série télé alors qu'ils ont 2 mois pour tout faire. Mais c'est fou ça de voir que ce générique de début, qui est quand même reconnu, enfin il est de qualité, super anime, enfin il tue quoi. De voir qu'en fait c'était bon, dépannez-nous parce que voilà, il y a quelques années. C'est quelque chose qui est marrant parce que du coup en même temps c'est un générique qui remonte au tout début de la Gainax quand ils étaient encore amateurs. Et je sais pas, en ce moment il y a un drama qui s'appelle Aoi Hono, Blue Blazes, les flammes bleues, par l'auteur de La Plume de Feu, qui raconte justement un peu la vie. C'est une série live japonaise qui passe à la télé japonaise en ce moment. Voilà, qui est inspirée d'un manga au Japon, et qui raconte un peu la vie lycéenne justement du cercle amateur de Anno, et qui raconte un peu cette effervescence où il y a les mecs se rencontrent et tout ça. Et donc ils font des regards de tueurs et puis ensuite ils deviennent super potes et bossent ensemble. C'est exactement ça. Que je vois, oui. Et du coup ça remonte exactement très loin à cette époque-là. Et donc c'est marrant de voir que pour eux, ce générique qui tue pro leur ramène, en fait, les renvoie à leur période amateur des tout débuts. Alors ouais, j'avais vu aussi le générique japonais de cette époque aussi se ressemblait beaucoup dans la mise en scène, dans le sens où on commence sur un plan générique, et puis on a les héros, et puis il y a toujours puis on va courir peut-être vers l'horizon ou le lointain, parce qu'on donne un mouvement, une impulse, et puis à la fin on a un plan bien sûr d'ensemble de tout le cast. Mais il n'en reste que dans ce style, même si c'est un petit peu bateau, sans citer le Nautilus, c'est quand même très réussi. C'est quand même très réussi, et ça aurait pu être complètement autre chose. Et la musique, finalement, joue pour beaucoup, quelles que soient les circonstances du choix de la musique. Cette musique, elle est excellente. Et encore aujourd'hui, voilà, on a envie de la chantonner. Le générique est beaucoup mieux que le clip original du morceau. Du coup, est très daté années 80, fin des années 80 pour le coup, le clip live de la chanteuse. Quand est-ce qu'il passe sur nos lives? Bon, on va regarder tout de suite la suite avec les épisodes 17 et 18. Voilà, alors on s'approche de la fin de cette deuxième veillée. On a vu 2 épisodes là où Jean vit son adolescence un petit peu. Quel âge difficile. C'est pas facile pour lui. L'hélicoptère, c'est beaucoup plus simple. C'est très japonais en tout cas, parce que moi récemment j'ai repris pas mal de séries Matsumoto. Voilà, et souvent, ce qui fait grandir le jeune héros, c'est en fait parce que les gens meurent autour de lui, et ainsi de suite. Et là, on est vraiment dans cette thématique-là. Les gens meurent, il faut que je grandisse, il faut que je devienne un homme, il faut que je devienne fort. Que je protège ceux que j'aime. Protéger. Et puis, tu parlais de série de Matsumoto, mais justement dans le 18, le Nautilus veut retourner à la base. Alors voilà, c'est bien joli d'avoir soit un vaisseau dans l'espace, soit un sous-marin dans les mers, mais effectivement, à un moment, il faut faire des réparations, il faut refaire les stocks, et il faut une base. Et alors, là, ils ont un petit problème sur leur chemin, un Nautil donc. Un Nautil. Un gros escargot, quoi. Mais c'était quoi cette histoire? Le mot Nautil n'est pas très approprié ici, je crois. Je ne sais pas, je vois pas le rapport. Par rapport au Nautilus, voudrais-tu dire encore le mystère de la traduction. Mystère de la traduction. Très bien. Eh bien écoutez, pour terminer cette deuxième veillée, on va voir maintenant les épisodes 19 et 20. Voilà, c'était les épisodes 19 et 20 les derniers de cette soirée. On s'approche de la fin de cette grande partie-là avec le Nautilus. Ouais, de l'arc. Tu me disais effectivement que Nadia était séparée en plusieurs parties. Ouais. Donc là, on a effectivement Gargoyle avec ses sbires, ses sous-fifres. Une sacrée organisation. Ils ont ses porteurs de faux. Oui, il a les porteurs de faux autour de son trône. Un goût douteux. Il est un peu morbide comme garçon. Mais bon, d'un côté comme de l'autre, on sent que Gargoyle, avec ses sous-fifres qui attendent pendant des heures autour de son trône, et Nemo qui parle à des baleines dans son musée de glace, tu dis...
Tout va bien, les gars. Tout va bien. Mais bon, bon. Et on arrive à la fin de cette partie qui est très bien réalisée. Ce ne sera pas forcément le cas lors de la veillée de la semaine prochaine. Mais on parlait tout à l'heure des retards de Gainax. Et c'est vrai que donc, la production a été assez intense, je pense surtout vers la fin de la série. Et donc je voulais juste signaler que quand c'est passé à la télé au Japon, il y avait des plans qui n'étaient pas finis, notamment sur la fin de la série et sur l'arc qu'on va voir la semaine prochaine. C'est-à-dire pas fini, c'est-à-dire qu'il y avait des plans fixes alors qu'ils devaient être animés. Il y avait des plans qui étaient buggés, c'est-à-dire qu'en fait les cellulos glissaient pas dans le bon sens, les effets spéciaux étaient pas bien rajoutés, des effets spéciaux qui étaient pas finis. Parfois ils reprenaient des plans des épisodes précédents. Par exemple, quand il y a les pales du Glatank qui s'ouvrent, à un moment, ils n'avaient pas le plan, donc ils ont repris le plan d'un épisode d'avant, qu'ils avaient reposé à un autre endroit qui allait pas. Donc ça, c'était pour la diffusion télé au Japon. C'est le master qu'on a eu en France qui est passé sur TF1 et sur la 5. Et en fait, pour l'édition DVD, au Japon, pour l'édition vidéo, en laserdisc d'abord, puis en DVD, ils ont refait ces plans en vidéo. D'accord. Donc il y en a certains qui ont été refaits en pellicule et d'autres qui ont été refaits en vidéo. Et pour l'édition Blu-ray, ils ont retrouvé les masters terminés, donc avec les vrais effets spéciaux, les plans corrigés, etc. Sauf pour certains plans qui avaient été corrigés en vidéo, où là ils n'avaient plus de master. Et donc vous verrez la semaine prochaine, vous regarderez les épisodes, il y a des moments, il y a des plans qui sont de qualité mais super. Alors, je parle pas de l'animation, je parle vraiment de la qualité d'image. Il y a de la SD dans c'est tout l'épisode flou, HD. c'est tout flou, il y a des histoires de. On voit vraiment que c'est net. Ouais. Le plan d'appli, c'est flou. C'est honnête. On sent que ça vient d'un DVD ou quelque chose du genre, c'est parce qu'en fait ils ont perdu les masters pour ce plan-là. Donc ils ont dû faire du tricotage pour faire les masters HD. Voilà. D'accord. Et c'est quelque chose qui est arrivé plutôt vers la fin de la série. Je sais que sur les 3 derniers épisodes, il y avait une quantité incalculable de plans qu'ils ont dû refaire pour l'édition vidéo. C'est ça que sortir des séries qui commencent à prendre un petit peu d'âge comme ça en version HD, en Blu-ray, c'est pas toujours facile. Pas toujours facile, mais ça fait bien plaisir. Et voilà, c'est la fin de cette deuxième veillée Nadia. On va se retrouver la semaine prochaine, samedi à 22h, pour la 3e sur 4, où on abordera effectivement l'arc de l'île. Et puis, on verra un petit peu ce qu'il en est. Je crois que M. Okada a des choses à dire sur le sujet. Merci de nous avoir regardés. À bientôt pour la suite. À bientôt. Salut.